La vie de Julian et Clara a basculé à jamais dans les pics escarpés du nord de la Cascadia, un changement qui se faisait encore sentir 15 ans plus tard. Julian, 32 ans, en 2003, était ambulancier, tandis que Clara, 29 ans, était chirurgienne vétérinaire, spécialisée dans les grands animaux. Leurs chemins s'étaient croisés lors d'une urgence, un accident avec du fil barbelé impliquant un étalon de concours, où leur collaboration silencieuse avait forgé un lien immédiat. 2 ans plus tard, ils se mariaient. Ils possédaient une propriété isolée au cœur de la chaîne des Cascades, à 60 km du hameau isolé de Cedar Creek, qui n'offrait guère plus qu'une station-service, un petit restaurant et un magasin général. Ce sanctuaire forestier de 8 hectares, hérité du grand-père bûcheron de Clara, abritait une simple cabane de 2 chambres avec un poêle à bois et un ruisseau clair. C'était leur refuge, loin de Havenwood, leur vie citadine, un endroit où le réseau mobile et Internet étaient inexistants, remplacés par le vent et les cris des corbeaux. Depuis 3 ans, ils désiraient un enfant et avaient subi 2 fausses couches, la seconde particulièrement dévastatrice alors qu'ils avaient déjà choisi des prénoms et prévu une chambre de bébé. Le silence entourant leurs espoirs déçus devenait étouffant dans leur appartement en ville. Alors, quand Clara a proposé une retraite d'1 mois dans leur maison de montagne, une première pour eux, Julian a immédiatement accepté. Ils avaient désespérément besoin de se retrouver, loin des rendez-vous, des médicaments et du désespoir silencieux. Ils arrivèrent un vendredi vif de fin septembre, avec les premiers frimas de l'automne dans l'air et les feuilles qui commençaient à peine à changer de couleur. Un arrêt à Cedar Creek pour faire des provisions les mit face à Agnès, la propriétaire de longue date du magasin général, qui leur offrit le regard méfiant d'une habituée et un avertissement sur les neiges précoces et les routes piégeuses. Chargés de conserves et de propane, ils poursuivirent leur ascension sur la route forestière sinueuse. La première semaine se déroula dans un calme presque troublant, un rythme tranquille, fait de levées de soleil, de café-filtre et de longues promenades. Clara capturait la beauté délicate de la forêt avec son appareil photo, tandis que Julian coupait du bois, réparait une gouttière qui fuyait et se plongeait dans des polars de poche. Les soirées étaient consacrées à cuisiner des repas simples, à jouer aux cartes à la lueur de la lanterne et à parler, non pas de bébé ou de travail, mais de souvenirs communs, d'améliorations pour la cabane et de futurs jardins. C'était comme un lent et délibéré démêlage de nœuds trop serrés. Pourtant, des signes subtils laissaient entendre qu'ils n'étaient pas seuls. Le 5e jour, Julian trouva la poubelle renversée, son contenu éparpillé, mais pas déchiré. Clara mit ça sur le compte des ratons laveurs, bien que sa voix manquât de conviction. Cette nuit-là, depuis leur lit, Julian entendit des pas lourds dans les sous-bois, distincts de ceux d'un cerf, lents et délibérés. Il ne vit rien dans l'obscurité, mais Clara admit qu'elle les avait entendus aussi, ne voulant pas l'alarmer. Ils en rirent, attribuant cela au silence de la montagne et à leur imagination débordante. Le son indéniable survint le 10e jour, à la tombée de la nuit. Après une randonnée jusqu'au ruisseau dans l'après-midi, ils s'assirent sur des rochers, regardant la lumière décliner. Clara, plus détendue que Julian ne l'avait vue depuis des mois. Puis, il est venu. Un son à mi-chemin entre un cri humain et le beuglement d'un animal résonnant à travers les arbres, hérissant les poils sur les bras de Julian. Le corps de Clara se raidit. « C'est une personne », murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'alarme. La formation d'ambulancier de Julian a aussitôt pris le dessus. Il était sur pied, faisant mentalement l'inventaire de leur trousse de premiers secours, de la radio à peine fonctionnelle. Le son retentit à nouveau, plus long, plus traînant, venant clairement du haut de la colline. Ils se déplacèrent rapidement, suivant la direction, la lumière faiblissant, la température chutant. L'hypothermie serait un risque majeur pour une personne blessée. Ils se frayèrent un chemin à travers les sous-bois épais, leurs pas étouffés par les aiguilles de pin et la mousse. Le cœur de Julian battait à tout rompre, sous l'effet de l'effort et de l'adrénaline.
le son se fit entendre une troisième fois, étonnamment proche, à une 50aine de mètres. Une qualité étrange, anormale, dans ce son dérangeait Julian, mais il chassa cette pensée. Quelqu'un avait besoin d'aide. En contournant un bosquet de cèdres, ils entrèrent dans une petite clairière, et elle était là. Julian peinait à traduire ce souvenir en mots. Elle était allongée sur le côté contre un rocher, un bras protégeant son ventre gonflé, l'autre agrippé à la mousse. Couverte d'une épaisse fourrure brun-roux, emmêlée de sueur et de terre, elle était énorme, mesurant au moins 2 mètres de long même, recroquevillée, avec des épaules plus larges que n'importe quel humain. Son visage, un mélange troublant d'humain et d'autre chose, avait des arcades sourcilières proéminentes, un nez plat et une mâchoire prononcée. Mais ses yeux, marron foncé, presque noirs, les fixaient avec une conscience indéniable, remplie de douleur, de peur et d'une intelligence désespérée. Du sang s'accumulait sous elle, maculant le rocher. Une forte odeur musquée se mêlait à l'odeur métallique du sang et à quelque chose d'autre, de sauvage et d'animal, mais étrangement familier. L'urgence biologique d'une femme en plein travail. Sa respiration était rauque, haletante. Alors qu'il restait figé, elle émit un grognement sourd, mais sa main se déplaça pour protéger son ventre, et Julian comprit, elle était en train d'accoucher, et ça se passait très mal. Clara bougea la première, s'avançant lentement, les mains ouvertes, en émettant des sons apaisants. « Hé, doucement !» murmura-t-elle. « Ça va aller, on va vous aider. Je sais que vous avez peur, mais on va vous aider. » La créature, la femme, observait Clara avec ses yeux incroyablement humains. Ses lèvres se retroussèrent légèrement, révélant de grandes dents solides, plus faites pour broyer que pour déchirer. Elle gémit, sa main se détendant légèrement sur son ventre. Clara jeta un regard en arrière à Julian, son visage adoptant le masque calme et concentré qu'elle portait à la clinique. « Julian, dit-elle, les yeux toujours fixés sur la créature, il faut que tu retournes à la maison. Prends ma trousse médicale, la grande dans le camion, des serviettes, de l'eau propre, tout ce qui est stérile, et une bâche ou une couverture. Fais vite, mais reviens lentement et fais du bruit pour qu'elle sache que tu arrives. » Julian hocha la tête, bien qu'elle ne pût le voir, et courut. Son esprit vacillait. Qu'était cette chose? Son cerveau rationnel cherchait à la classer, mais rien ne correspondait. Ours, puma, attaque d'animaux sauvages, rien de comparable à l'intelligence dans ses yeux, à la façon quasi humaine dont elle se tenait. C'était une personne, ou assez proche pour que la distinction s'efface. Il fit irruption dans la maison, attrapant tout ce qu'il pouvait. La trousse vétérinaire de Clara, lourde de gants chirurgicaux, de pinces, de sutures, d'antiseptiques, d'analgésiques pour animaux, des serviettes, une casserole d'eau, un briquet pour la faire bouillir, la couverture en laine de leur lit. Tandis qu'il fourrait les choses dans un sac à dos, ses mains tremblaient. C'était de la folie, mais la laisser mourir était impensable, pas pour un ambulancier, pas pour un être humain, pas pour quelqu'un qui comprenait le combat pour une vie à naître. Il revint rapidement, ralentissant son approche et appelant doucement. Clara était agenouillée à côté de la créature, parlant de cette voix basse et apaisante. La respiration de la créature s'aggravait, son abdomen se contractant visiblement. Clara leva les yeux, pâle mais déterminée. « Ça va être difficile. J'ai fait des mises bas compliquées, surtout des chevaux, mais je ne connais pas son anatomie. Je vais devoir deviner et espérer. » Julian s'agenouilla, disposant le matériel. « Tu vas y arriver, dit-il, feignant la confiance. Tu es la meilleure, et je suis là pour t'aider. Dis-moi ce dont tu as besoin. » L'heure qui suivit fut un tourbillon de sang, d'efforts et de sons primaires. La créature, devenue une mère dans l'esprit de Julian, semblait comprendre leur intention. Elle ne se débattit pas, bien que la douleur provoquât des cris et des tensions musculaires. Sa main, effleurant le bras de Julian, était incroyablement forte, mais elle se rétracta aussitôt, comme pour ne pas le blesser. Clara travaillait avec des mains sûres, vérifiant la dilatation, essayant de déterminer la position du bébé, essentiellement à l'aveugle.
L'anatomie de la mère était similaire à celle d'une humaine, mais plus grande, plus dense, subtilement différente. Le bébé arriva soudainement, une petite forme humide, couverte de fourrure sombre. Il avait la taille d'un nourrisson humain, mais avec des membres plus longs et un visage ancestral et autre. Pendant un instant terrifiant, il fut immobile. Clara le retourna, dégagea ses voies respiratoires et lui frotta la poitrine. Le bébé toussa, crachota et poussa un cri fin et plaintif, presque humain mais plus profond, plus résonnant. La mère sanglota, tendant une main tremblante vers son enfant. Clara enveloppa rapidement le nourrisson dans une serviette, le tenant près d'elle, tandis que Julian reportait son attention sur la mère. Mais les choses s'aggravèrent. Le saignement s'intensifia, traversant les serviettes. Julian appliqua une pression, tenta un massage utérin, tout ce qu'il savait, mais l'hémorragie ne s'arrêtait pas. Sa respiration devint superficielle, son regard perdit sa concentration. Ils étaient en train de la perdre. Clara, le bébé serré contre sa poitrine, posa son autre main sur le visage de la mère, murmurant des paroles rassurantes. Son bébé était vivant, en bonne santé, elle avait été courageuse. Les yeux de la mère trouvèrent ceux de Clara, puis dérivèrent vers le paquet dans ses bras. Elle émit un doux roucoulement, sa main se levant légèrement, tremblante, voulant toucher son enfant, mais en étant incapable. Puis sa main retomba, sa poitrine se souleva une dernière fois et elle fut immobile. Le silence ne fut rompu que par les faibles vagissements du bébé et les sanglots discrets de Clara. Julian, les mains ensanglantées, sentit l'épuisement et le chagrin l'envahir. Ils avaient sauvé le bébé, mais perdu la mère. Clara, berçant le bébé, le regarda. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura-t-elle. « On ne peut pas la laisser, et on ne peut pas simplement emmener le bébé loin d'où qu'elle vienne. » Julian regarda autour de lui, prenant soudain conscience de leur vulnérabilité. Le soleil s'était couché, la forêt était sombre et froide. « Il faut qu'on bouge, » dit-il, les jambes tremblantes. « Se mettre en sécurité, réfléchir à tout ça. On reviendra pour elle demain matin, pour l'enterrer dignement. Mais pour l'instant, le bébé a besoin de chaleur. » Clara hocha la tête. Le bébé maintenant silencieux contre sa poitrine, ses petites mains agrippant la serviette. Ils rassemblèrent ce qu'ils purent, laissant le reste, et retournèrent à travers la forêt qui s'assombrissait. La marche sembla plus longue, chaque ombre une menace potentielle, chaque bruit un sursaut. Le bébé émettait de petits grognements, et Clara lui parlait constamment, lui promettant sécurité et soin. La vue des lumières de la cabane apporta une vague de soulagement. À l'intérieur, ils verrouillèrent la porte, restant là, essoufflés, essayant de comprendre. Clara déposa doucement le bébé sur des couvertures. À la lumière de la lampe, ils le virent clairement. Un fin duvet sombre couvrait son corps, plus épais sur sa tête et son dos. Son visage était étrange mais pas laid, les traits resserrés, le nez plus plat, le front proéminent, les oreilles plus hautes et plus rondes que celles d'un bébé humain. Ses yeux sombres, quand ils s'ouvrirent, étaient vifs, suivant les mouvements avec une concentration avancée. Ses mains étaient plus grandes, ses doigts épais. Il était exceptionnellement chaud, son rythme cardiaque rapide mais fort. Ils passèrent des heures dans une panique contrôlée, essayant de comprendre ses besoins. Clara mélangea du lait en poudre et du sucre, le réchauffant. Il prit le biberon immédiatement, tétant avec une force surprenante, ses petites mains s'enroulant autour des doigts de Clara. Il termina le biberon, suivi d'un grognement satisfait, les yeux se fermant. Clara le tint contre elle, lui tapotant le dos jusqu'à ce qu'il fasse un rot, un son très humain qui provoqua un rire hystérique. Elle regarda Julian, le visage strié de larmes et de terre. « Julian, je crois qu'on doit le garder. Je sais ce que ça implique, ce qu'on prendrait sur nous. Mais on ne peut appeler personne, on ne peut pas le confier. Il finirait dans un laboratoire, étudié, disséqué, sans jamais connaître la gentillesse. Sa mère nous a fait « ou confiance ». Julian s'effondra sur une chaise, l'esprit en ébullition.
Tout ce qu'elle disait résonnait en lui, mais cela signifiait une vie de mensonges, de secrets et d'inconnus. Que deviendrait-il? Que ferait-il les siens? Mais en regardant Clara, le tenant avec émerveillement et amour, il sut. « D'accord, dit-il doucement, on le garde, on improvisera au fur et à mesure, ensemble. Pas de secret, pas de doute, on s'engage à fond. » Le visage de Clara s'illumina de son premier vrai sourire depuis des mois. « Ensemble, affirma-t-elle. Cette première nuit, ils dormirent à peine. Le bébé, qu'ils finirent par appeler Finn, se réveillait toutes les quelques heures pour manger. Il était remarquablement fort, bien plus qu'un nouveau-né humain donnant des coups de pied et agitant les bras avec une coordination avancée. Au matin, il s'était retourné sur le ventre, un acte que les bébés humains maîtrisent généralement des mois plus tard. Il se relayait pour le tenir, le nourrir et changer ses couches improvisées en serviettes, apprenant à connaître ses sons. Il avait une gamme de vocalisations, de doux grognements de contentement, des aboiements secs de frustration, un cri plaintif pour la faim et un étrange bourdonnement grave en s'endormant. Au lever du soleil, Julian sut qu'il devait retourner dans la clairière. Clara resta avec Finn, qui semblait plus calme dans ses bras. Pelle à la main, Julian refit le chemin. À la lumière du jour, la clairière semblait moins menaçante. Le corps de la mère gisait là où il l'avait laissé, se raidissant, le sang séché. Un sentiment écrasant de responsabilité pesa sur lui. L'enterrer là était trop exposé. Il lui fallait un endroit plus caché. Cela prit la majeure partie de la matinée. Il trouva un endroit plus profond dans la forêt, près d'un vieux cèdre, partiellement caché par des troncs d'arbres tombés. En enveloppant son corps dans la bâche, il fut de nouveau frappé par sa taille et son poids, facilement 200 kilos. La déplacer fut un travail éreintant. Le sol, compacté de racines et de roches, rendait le creusement lent. Le temps que le trou soit assez profond, ses mains étaient couvertes d'ampoules et saignaient. Il la descendit doucement, la recouvrit de terre et empila des pierres pour dissuader les animaux. C'était tout ce qu'il pouvait faire. S'appuyant sur la pelle, il prononça quelques mots, une reconnaissance qu'elle avait comptée, qu'il prendrait soin de son fils. Il retourna à la maison, épuisé, endolori, se sentant irrévocablement changé. Les jours s'installèrent dans un nouveau rythme étrange. Finn rejeta rapidement le lait en poudre, préférant un mélange de bananes écrasées, de compote de pommes et de viande cuite. Il grandissait visiblement chaque jour, ses membres s'allongeant, ses traits s'affinant. À la fin de la première semaine, il était alerte et actif, rampant, se redressant, attrapant tout. Sa force était remarquable. Il pouvait serrer le doigt de Julian assez fort pour lui faire mal, poussant un cri de douleur une fois où Finn lui avait tiré l'oreille. Clara lui apprit doucement à être délicat. Il l'appelait « mon petit » ou « bonhomme », mais rien ne semblait juste jusqu'à ce qu'il fasse des sons comme « ba, ba, ba ». Clara suggéra « beau », assez proche de ses propres sons, et assez normal pour ne pas soulever de questions. Finn semblait réagir à Finn, ses yeux suivant celui qui parlait, un gazouillis joyeux indiquant sa reconnaissance. Tellement concentrés sur Finn, ils furent lents à remarquer les changements à l'extérieur. Les outils laissés sur le porche étaient subtilement réarrangés. La pile de bois de chauffage était méticuleusement réempilée, plus haute et plus précise. Clara remarqua des branches de pin couvrant soigneusement les herbes endommagées par le gel. D'énormes empreintes de pas, 2 fois la taille de celle de Julian, apparurent près du ruisseau. La 8e nuit, ils l'entendirent. 3 coups secs sur le mur de la maison, espacés régulièrement. Julian attrapa une lampe de poche, balayant la lisière de la forêt avec le faisceau, ne voyant que des ombres. 4 coups rapides vinrent de l'arrière. Silence. Puis de lourds coups sur le toit, juste au-dessus d'eux, faisant grincer les vieilles poutres. Clara serra la main de Julian, moite. 30 secondes passèrent, puis des pas se déplacèrent sur le toit,
Un raclement de griffes le long du bardage, puis plus rien. Ils attendirent encore 1 heure avant que Julian ne vérifie toutes les serrures. Ils ne dormirent pas. Le lendemain matin, Julian trouva de longues éraflures dans la mousse sur les bardeaux et une touffe de poils brun roux accrochée à un clou près de la cheminée. Elle était rêche et épaisse, comme les poils de la mère de Finn, comme la propre fourrure plus claire de Finn. « Ils savent qu'il est là », murmura Clara. « Ils nous observent, ils essaient de communiquer ou de nous avertir ou de le réclamer. » La prise de conscience s'installa. Ils ne s'occupaient pas seulement de Finn. Ils étaient observés, jugés, peut-être tolérés. Le schéma se poursuivit. Les coups se produisaient presque toutes les nuits, variés, rythmés, presque conversationnels. Ils trouvèrent des offrandes, des pierres soigneusement empilées, des branches tressées, une fois un lapin vidé et nettoyé sur le porche, un échange pour les soins qu'ils prodiguaient à Finn. Ils ne virent jamais les donateurs, mais ils savaient. Parfois, en emmenant Finn dehors, Julian sentait la sensation piquante d'être observé. Il se retournait, mais il n'y avait que des arbres et des ombres, et le sentiment que quelque chose de grand et d'intelligent les étudiait. Finn grandissait de façon stupéfiante. À ce qu'ils estimaient être un mois, il était aussi développé qu'un humain de 6 mois, rampant avec rapidité, se hissant, grimpant surtout. Il était insatiablement curieux, apprenant en touchant, en attrapant, en goûtant. Il ouvrait les placards, poussait les chaises pour atteindre les comptoirs. Il était d'une intelligence troublante, les observant constamment, imitant leurs actions. Quand Julian laçait ses bottes, Finn essayait de copier le mouvement sur ses petits mocassins. Quand Clara cuisinait, il observait chaque étape. La communication se développa progressivement. Il avait son propre langage de son, qu'ils apprirent à interpréter, mais ils lui enseignèrent aussi le leur. Pointant des objets, répétant des noms, eau, manger, lumière, il essayait de les répéter, ces mots indistincts, sa bouche n'étant pas tout à fait conçue pour la parole humaine. Son premier mot clair fut « ma » pour Clara qui pleura. « Oui, je suis ta maman. » Il ajouta « pas »,« fin »,« non »,« partir »,« mal », peut-être 15 ou 20 mots au total. Combiné à ses propres sons et à son langage corporel, il le comprenait la plupart du temps. Julian prit un long congé. Clara démissionna, inventant des histoires de famille et d'études en ligne. Ils dirent à leurs amis qu'ils se concentraient sur leurs relations dans la maison de montagne, une demi-vérité. L'isolement était plus difficile que prévu. Chaque voyage à Cedar Creek pour des provisions, toutes les 2 semaines, était chargé d'anxiété. Ils laissaient Finn enfermé à l'intérieur avec de la nourriture et de l'eau, se dépêchant de faire leurs courses. Agnès, au magasin général, posait des questions de plus en plus directes, des bruits étranges, des traces inhabituelles, des signalements de bétail disparu. Il feignait l'ignorance, profitant du calme. Julian sentait toujours qu'elle en savait plus, que les gens de la montagne avaient leur propre compréhension tacite de la forêt profonde. Alors que Finn approchait de ce qu'ils estimaient être 3 mois, l'équivalent d'un jeune enfant humain, l'activité extérieure s'intensifia. Les coups devinrent plus fréquents, plus variés, durant parfois des heures, comme une musique ou une communication. Des offrandes plus importantes apparurent, un quartier de cerf frais, assez de viande pour 1 semaine. Leur pile de bois de chauffage fut réapprovisionnée pendant la nuit avec du bois qu'ils n'avaient pas coupé. Cela ressemblait à un échange, leurs soins pour leurs petits, leur protection et leur approvisionnement en retour. Un matin, Julian trouva des empreintes de bottes humaines fraîches près du ruisseau, tournées vers la maison avec 3 mégots de cigarettes fumées. Quelqu'un avait observé, en suivant les traces sur la crête, elles disparurent sur un sol rocheux. Mais il trouva un campement rudimentaire, un foyer, de la terre piétinée, et sur un arbre, un dessin gravé d'une grande silhouette aux longs bras avec un front proéminent. En dessous, « Je sais ce que vous avez ». L'estomac de Julian se noua. Quelqu'un savait.
Il retourna en courant, le cœur battant la chamade. Clara jouait avec Finn, qui renversait joyeusement des cubes. Il lui raconta. Son visage perdit toute couleur. « Il faut qu'on parte », dit-elle immédiatement. Mais Julian savait qu'ils ne pourraient pas fuir. C'était leur maison. Ils passèrent la journée en état d'alerte, Finn à l'intérieur, les rideaux tirés. Cette nuit-là, les coups ne vinrent pas. Un silence de mauvais augure. Le lendemain matin, Clara prit une décision. Elle marcha avec Finn jusqu'à la lisière de la forêt, à un endroit où ils entendaient souvent les coups. Elle parla clairement en direction de la forêt, disant qu'il prenait soin de lui, l'aimait, voulait le garder en sécurité. Mais quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui pourrait lui faire du mal, et ils avaient besoin d'aide, de protection. Elle parla avec son cœur, fine sur sa hanche, fredonnant doucement. Quand elle revint, son visage était calme. « J'ai fait ce que j'ai pu », dit-elle. « Le reste dépend d'eux. » Cet après-midi-là, Julian était dans la remise quand Clara hurla. Il lâcha la hache et sprinta. Il fit irruption et la trouva à la fenêtre de la cuisine, la main sur la bouche, pointant du doigt. Finn, qui avait dû déverrouiller la porte arrière, se tenait au bord du jardin, fixant la lisière des arbres. Julian s'avança pour l'attraper, mais Clara lui saisit le bras. « Attends » murmura-t-elle. Cachée derrière un cèdre, se trouvait une grande silhouette à la fourrure sombre, observant Finn avec une attention intense. Ils se regardèrent pendant ce qui sembla être des heures. Puis Finn leva sa petite main, presque un signe de la main, et émit un bourdonnement grave, suivi de 2 aboiements secs. La silhouette se redressa, énorme, mesurant au moins 2,5 mètres. Elle émit un son plus doux, complexe, des sifflements et des bourdonnements. Finn répondit avec ses propres sons. Julian réalisa avec un choc, il communiquait. Finn connaissait ce langage, l'avait toujours connu, le parlait avec une fluidité que les mots qu'il lui avait enseignés ne pouvaient égaler. L'échange dura 1 minute de plus, puis la silhouette recula dans l'ombre et disparut. Finn retourna à l'intérieur en titubant. Clara le prit dans ses bras, sanglotant dans sa fourrure. Il lui tapota le visage, émettant des bourdonnements inquiets. Cette nuit-là, les coups revinrent, mais différents, moins agressifs, plus rythmés, presque conversationnels. 3 coups, pause, 5 coups, longue pause, 2 coups. Finn, somnolent, répondit avec ses propres bourdonnements et clics dans son sommeil, tenant sa partie d'un dialogue qu'il ne pouvait le comprendre. Les semaines suivantes furent tendues. Ils surveillèrent le chasseur, mais ne virent plus d'empreintes de bottes ni de campement. Ils virent davantage de gens de la forêt, comme ils les appelaient en privé, jamais de près, jamais en même temps. Des aperçus de silhouettes se déplaçant à travers les arbres lointains, des ombres trop grandes pour être des cerfs. Une fois à l'aube, Julian en vit un assis sur la pile de bois face à la maison, son souffle formant de la buée, puis il se leva et s'éloigna avec une grâce impossible. Finn continua de se développer de manière qui les émerveillait et les inquiétait. À 6 mois, il était cognitivement et physiquement aussi avancé qu'un humain de 3 ou 4 ans. Il marchait, courait avec une démarche chaloupée et grimpait constamment. On le trouvait sur les étagères, les poutres, même coincé entre le réfrigérateur et le plafond, regardant en bas avec malice. Il était assez fort pour déplacer des meubles, ouvrir des bocaux, tourner des poignées de porte. Sa communication s'améliora, 30 ou 40 mots courts, des phrases de base, Finn fin, aller dehors, maman triste. Mais il préférait son propre langage, ses tonalités et ses rythmes, son langage corporel transmettant autant que n'importe quel mot. Ils célébrèrent son premier anniversaire, bien que son âge fût une estimation, avec un gâteau que Clara avait fait et un camion en bois sculpté par Julian. Finn était ravi, gazouillant, serrant le camion, puis essayant immédiatement de le démonter.
Il avait la taille d'un humain de 6 ans, trapu, puissant, sa fourrure plus épaisse, plus rêche, ses traits plus simiesques en vieillissant, mais ses yeux restaient étonnamment humains, intelligents, émotifs. Il les aimait farouchement, leur apportant des cadeaux, des pierres, des pommes de pin, une fois un scarabée vivant. Il cherchait du réconfort quand il était blessé ou effrayé, pressant son visage contre leurs épaules, en gémissant. Le monde extérieur semblait lointain, irréel. Ils se faisaient livrer des provisions, coordonnant les dépôts au portail. Ils cessèrent de répondre aux appels, laissèrent leur téléphone s'éteindre. Leur monde s'était rétréci à 8 hectares et un enfant extraordinaire. Puis, le chasseur est venu. Au début de l'automne, presque un an après avoir trouvé la mère de Finn, l'air était vif, les feuilles changeaient de couleur. Il s'était détendu, pensant que l'observateur était parti. Finn était dehors, Clara le surveillait depuis le porche, Julian préparait du café. Il adorait le plein air, explorer, grimper, lancer des pierres. Il comprenait quand le silence était important. Julian entendit le coup de feu avant de le réaliser, un crépitement sec. Le visage de Clara devint blanc. Il la vit bouger, puis il courait, la tasse de café se brisant. Il sortit en trombe pour voir Finn à terre près de la pile de bois, Clara déjà à ses côtés. Finn poussait des cris aigus et plaintifs, se tenant l'épaule droite où du sang sombre s'étalait. « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» répétait Clara, ses mains s'agitant. Julian regarda vers la lisière des arbres. À une 50aine de mètres, partiellement dissimulé, un homme en treillis tenait un fusil à lunettes, regardant avec un mélange de choc et de justification. Leurs regards se croisèrent. L'homme commença à relever son fusil. Quelque chose de primal submergea Julian, la rage, la terreur. Il ouvrit la bouche pour crier, mais il n'en eut jamais l'occasion. Quelque chose d'énorme bougea depuis la forêt derrière le chasseur, incroyablement vite, silencieux. Un instant le chasseur visait, l'instant d'après il était au sol, le fusil projeté au loin, une silhouette massive à la fourrure sombre sur lui. Le chasseur hurla, un son pire que les pleurs de Finn, plein d'agonie. D'autres silhouettes émergèrent, 3, 4 convergents. Ces cris s'arrêtèrent brusquement. La forêt devint silencieuse, à l'exception de bruits humides, de déchirements. « Julian !» La voix de Clara le tira de sa paralysie. « Julian, j'ai besoin de toi, aide-moi avec lui !» Il détourna les yeux, tomba à genoux. Le sang de Finn était chaud, collant. La balle avait touché le haut de son épaule droite, entre la clavicule et l'omoplate. Beaucoup de sang. Il fallait l'arrêter vite. Clara agissait en pilote automatique, déchirant sa chemise pour faire un bandage compressif, son visage un masque professionnel, mais la terreur en dessous. C'était leur enfant, on lui avait tiré dessus. Tout ce qu'il craignait se réalisait. Ils le rentrèrent sur la table de la cuisine. Les compétences vétérinaires de Clara prirent le dessus. Julian maintenait Finn. Il était fort, même dans la douleur, se débattant, criant dans son propre langage. Douleur, peur, maman, maman, s'il te plaît. La balle avait traversé. Mais la plaie de sortie était vilaine. Le muscle et probablement l'omoplate endommagée. Clara travailla avec des mains sûres, nettoyant, suturant, pensant, utilisant la plupart de leurs fournitures. Finn pleurait, les yeux révulsés par la douleur et la confusion. Quand ce fut terminé, le saignement arrêté, l'analgésique administré, ils l'enveloppèrent dans des couvertures, le tenant, lui murmurant des paroles rassurantes, jusqu'à ce qu'il sombre dans un sommeil agité. Ce n'est qu'alors que Julian regarda Clara. Le chasseur, on devrait vérifier. Ses yeux étaient plats, froids. Ils s'en sont occupés, laisse tomber. Il savait qu'elle avait raison. Quoi qu'il se soit passé, c'était justice, et il n'avait pas le droit d'interférer. Cette nuit-là, les coups furent plus forts, plus insistants, mais pas menaçants. C'était comme une question. Allait-il bien? Leur petit avait-il survécu? Clara alla à la porte, l'ouvrit légèrement. Il est blessé, mais il va vivre. On s'occupe de lui. Il va s'en sortir. Les coups cessèrent. Un long silence,
puis un appel bas et plaintif depuis la forêt, auquel d'autres répondirent. Chagrin et soulagement mêlés. Mais Finn ne se remit pas. La blessure guérit, pas d'infection au début, mais sa fièvre ne tombait pas. Elle montait régulièrement. Il devenait moins réactif, dormant plus, mangeant moins, sa peau brûlante. Ils essayèrent tout. Compresses, antipyrétiques, antibiotiques. Rien n'y fit. Son corps combattait quelque chose d'invisible et il perdait. Le troisième jour, Finn ouvrit à peine les yeux. Sa respiration était superficielle, rapide, son rythme cardiaque irrégulier. Son regard était confus. Clara le tenait constamment, le berçant, chantant des chansons d'enfance. Julian était assis à côté d'eux, la main sur la petite poitrine de Finn, priant son cœur de battre, de se battre. Cette nuit-là, les gens de la forêt s'approchèrent plus que jamais. Ils entendirent des appels bas et plaintifs, virent des ombres passer devant les fenêtres. Une fois, un visage immense, poilu, incroyablement triste, se pressa contre la vitre, regardant Finn, puis se retira. Il savait, il était en train de mourir. Il venait pour être témoin. Juste avant l'aube, Finn ouvrit les yeux, plus clair maintenant, concentré. Il regarda Clara, puis Julian, émit un doux soupir et dit, de sa voix pâteuse et épaisse, « Ma pas aime !» 3 mots contenant tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient essayé d'être, tout ce dont ils n'avaient pas réussi à le protéger. Clara sanglota. Julian ne pouvait parler, la gorge nouée, les yeux brûlants. Il tenait juste la petite main de Finn, espérant qu'il savait. Finn regarda vers la fenêtre, vers les visages invisibles. Il émit un son grave de sa propre langue. De l'extérieur vint un chœur d'appel en réponse, montant et descendant comme un chant. Le visage de Finn se détendit comme s'il avait entendu ce dont il avait besoin. Ses yeux se fermèrent, sa poitrine se souleva une dernière fois. Doucement, il était parti. Le silence était absolu. Même les bruits de la forêt s'étaient tus. Clara le tint longtemps, le berçant, ne pleurant plus. Julian était assis à côté d'elle, la main sur son corps qui se refroidissait, sentant quelque chose de fondamental se briser en lui. Alors que la lumière grandissait, il entendit des pas feutrés autour de la maison, puis cet appel grave et plaintif. Il sut ce qu'il devait faire. Ils enveloppèrent soigneusement Finn dans sa couverture à rayures bleues préférée et le portèrent dehors. Le soleil touchait la cime des arbres, peignant l'or et le gris. Debout, à la lisière de la clairière, se tenaient 4 d'entre eux, 3 adultes, un plus jeune. Ils restaient immobiles. Tandis que Julian et Clara marchaient vers la tombe de la mère de Finn, ils suivirent, pas de près, une étrange procession funéraire. La tombe était envahie par la végétation, mais les pierres étaient toujours là. Ils déposèrent Finn à côté d'elle, mère et enfant réunis. Ils l'enterrèrent avec son camion en bois et une petite photo de leur étrange famille. Pendant qu'ils travaillaient, les gens de la forêt se tenaient en un cercle lâche, témoins silencieux. Quand ils eurent terminé, plaçant de nouvelles pierres, ils commencèrent à chanter, un chœur de deuil ou de souvenirs qui montait et descendait. Quand il s'éteignit, ils partirent un par un, se fondant à nouveau dans la forêt, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Il était immense, plus grand que les autres, le poil brun foncé et gris argenté, des épaules massives, un visage buriné et balafré. Il s'avança lentement. Julian et Clara ne bougèrent pas. Il s'arrêta à quelques pas des tombes, baissa les yeux, puis releva la tête, les regardant. Julian vit le même chagrin dévastateur dans ses yeux. La perte d'un enfant transcende les espèces. Il s'approcha, assez près pour que Julian sente son odeur, la terre, le musc et la forêt. Il tendit la main lentement, posant une main massive doucement sur l'épaule de Clara. Elle sanglota. Il émit un grondement doux, presque un ronronnement, un réconfort. Il toucha l'épaule de Julian de la même manière, un geste sans parole. « Je sais, je comprends, je partage cela. » Ses yeux étaient humides. Puis il fit quelque chose que Julian n'oublierait jamais. Il porta la main à sa propre épaule droite,
Au même endroit où Finn avait été touché, et fit glisser ses doigts le long de son bras, imitant le geste de Finn, reconnaissant la violence, se l'appropriant, s'en souvenant. Il se redressa, son expression changeant. Le chagrin demeurait, mais rejoint par quelque chose de froid, de concentré. Il regarda vers leur maison, puis au-delà, vers le monde extérieur qui avait tué son enfant. Ce n'était pas fini pour lui. Les gens chassaient les siens, les voyaient comme des trophées ou des expériences. Il s'en souviendrait. Il émit un son bas, profond, plus ressenti qu'entendu. Des appels en réponse vinrent de différentes directions. Ils étaient plus nombreux que Julian ne l'imaginait. Tout un peuple, caché, survivant. Ils avaient touché les bords de ce monde, avaient eu le droit d'aimer et de perdre l'un de leurs jeunes. Il se tourna, s'éloigna avec un silence et une grâce impossible. Il s'arrêta à la lisière de la clairière, se retourna. Julian leva une main. Il inclina la tête, puis il disparut. Julian et Clara étaient seuls, avec les tombes, le soleil levant et le poids terrible de tout cela. Ils restèrent une semaine de plus, fonctionnant à peine. Les coups, les offrandes, le sentiment d'être observés, tout s'arrêta. C'était comme s'il leur avait dit au revoir, laissant Julian et Clara à leur chagrin. Un matin, Julian trouva de nouvelles empreintes de bottes et des mégots près du ruisseau. Le chasseur n'avait pas été seul. Quelqu'un d'autre savait. La maison ne semblait plus sûre. Ils partirent un matin, froid d'octobre, chargeant ce qu'ils pouvaient, abandonnant le reste. Julian se rendit une dernière fois aux tombes, laissant des fleurs sauvages, promettant de se souvenir. En descendant la longue allée, il vit une silhouette à la lisière de la forêt grande, immobile, les regardant partir. Il leva la main dans un dernier adieu. La silhouette leva un long bras en réponse, puis ils prirent un virage et elle disparut. Ils retournèrent à Havenwood, essayèrent de se reconstruire. Julian retourna au travail. Clara trouva une nouvelle. Une clinique. Ils dirent qu'ils avaient besoin de temps pour faire le deuil de pertes personnelles, assez pour arrêter les questions. Ils déménagèrent, vendirent la propriété de montagne sans jamais y retourner. Le chagrin était énorme, compliqué. Comment faire le deuil d'un enfant dont le monde ignore l'existence? Ils faisaient semblant, souriaient, disaient qu'ils allaient bien, mais ils étaient vides, des fantômes. Les années passèrent, ils restèrent ensemble, liés par quelque chose que rien d'autre ne pouvait toucher. Ils étaient les deux seuls à connaître la vérité, à se réveiller en cherchant un enfant qui n'était pas là. Ils n'essayèrent jamais d'avoir un autre bébé. Comment un enfant humain aurait-il pu leur suffire après Finn? Ils n'en parlent pas beaucoup, mais parfois, tard dans la nuit, l'un dira « Tu te souviens de son premier mot ?» ou « Tu te souviens comment il fredonnait ?» L'autre répond « Oui, je me souviens. » Ils se tiennent la main, laissant les souvenirs les envahir. Julian a gardé le bois sculpté du camion. Clara a gardé la couverture, pliée dans un tiroir qu'elle n'ouvre jamais. Julian se demande si Finn a compris à la fin qu'il l'aimait, qu'ils avaient fait de leur mieux, qu'ils auraient tout fait pour le sauver. Il se demande si le peuple de Finn se souvient d'eux, s'ils racontent des histoires, ou si Julian et Clara ne sont qu'une note en bas de page, une autre tragédie. Il se demande si le grand mal est toujours là, impensant à son fils perdu et au couple étrange qui l'a enterré. Julian espère qu'il sait qu'ils ne les ont jamais trahis, que leur secret mourra avec eux. Ce que Julian sait avec certitude, c'est que lorsque son heure viendra, la dernière chose qu'il verra sera le visage de Finn, ce visage étrange et magnifique, le regardant avec confiance et amour, disant « Ma, pa, aime ». Il saura qu'il a eu de la chance, que malgré le chagrin et le secret, il a été père pendant un petit moment, aimé complètement et aimant en retour. C'est ce qui compte. Parfois, Julian et Clara conduisent dans les montagnes, pas jusqu'à leur ancienne propriété, mais dans d'autres endroits sauvages.
Il marche dans la forêt, s'assoit tranquillement, écoutant, espérant entendre ce coup ou cet appel, espérant un signe qu'ils survivent encore. Ils n'en entendent jamais. Mais de temps en temps, Julian sent ce picotement dans son cou, ce sentiment d'être observé. Il regarde dans les arbres ou dans un creux sombre et pense voir quelque chose, presque humain, des yeux intelligents qui le regardent en retour. Il cligne des yeux et c'est parti. Les gens demandent à Julian s'il croit au Bigfoot. Il ne rit pas, ne rejette pas l'idée. Il dit « Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ne comprenons pas. » Parce que croire est le mauvais mot. Il ne croit pas, il sait. Il a tenu leur petit dans ses bras. Il a entendu leur voix. Il s'est tenu devant une tombe avec l'un d'eux, partageant un chagrin au-delà du langage. Ils sont réels, ils sont là, des personnes à part entière, avec des familles, du chagrin, de l'amour, toutes les émotions compliquées que les humains s'attribuent en exclusivité. Ils observent, jugent, survivent dans un monde qui les détruirait s'ils savaient qu'ils existent. C'est peut-être mieux qu'ils restent cachés, sujets de blagues et de photos floues. Parce que si le monde savait vraiment, Julian a vu ce que les humains font aux choses qu'ils ne comprennent pas. Alors ils gardent le secret. Clara garde le secret. Ils vivent leur vie avec cette chose énorme et invisible en leur centre. Ils sont doués pour faire semblant, pour agir normalement, pour cacher qu'ils sont changés à jamais. Marqués par ces mois où ils sont sortis du monde humain pour entrer dans quelque chose de plus ancien, de plus sauvage, de plus réel. Ils sont les parents d'un enfant qui n'a jamais existé dans les registres officiels, enterré sous des pierres et des aiguilles de pin dans une tombe forestière que personne d'autre ne visitera. Ils le portent toujours, dans leur cœur, leurs souvenirs, dans la façon dont ils voient le monde maintenant, avec des yeux qui savent qu'il y a plus que ce que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et c'est suffisant. Ça doit l'être, car c'est tout ce qu'ils ont.